Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante a bouclé ce vendredi l'enregistrement des dossiers de candidature. Au total, 23 prétendants convoitent le siège de notre Marc Christian Caboret. Les deux gouvernements rivaux de la Libye se sont retrouvés au début de week-end au Maroc pour la suite du dialogue entamé il y a peu. Des parlementaires des deux camps étaient présents à ce deuxième round. Le nord du Mali enregistre une résurgence des cas de paludisme ces dernières semaines. La situation politique dans le pays n'arrange pas cette situation sanitaire qui inquiète les professionnels de santé. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le processus électoral en vue de la prochaine présidentielle au Burkina Faso se poursuit. La Commission électorale nationale indépendante a bouclé ce vendredi l'enregistrement des dossiers de candidature. Il y en a eu au total 23. La moisson n'aura pas été maigre pour cette période de dépôt de candidature pour la présidentielle au Burkina Faso. Dans l'intervalle de 5 jours, 23 prétendants au palais de Kosiam se sont annoncés. Selon la déclaration du président de la CENI, on note parmi les candidats 3 femmes et un candidat qui n'a même pas encore atteint 35 ans, l'âge minimum requis par les textes pour prétendre au fauteuil présidentiel. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de se prononcer en dernier ressort sur ces candidatures après le travail qu'entamera dès le mardi la commission de validation des candidatures pour sortir une liste provisoire qui lui sera transmise. En attendant, certains candidats plus attendus ont bien répondu présents au rendez-vous du dépôt des dossiers. Le président sortant Roch Marc Christian Caboret s'est bel et bien annoncé pour tenter de briguer un second mandat. Zéphirin Diabré de l'Union pour le progrès et le changement UPC, principal parti d'opposition, arrivé deuxième avec 29,65% des voix au scrutin présidentiel de 2015, s'est aussi annoncé comme Taïrou Bari, troisième en 2015 avec 3,09%. La CENI a également enregistré la candidature de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida en exil au Canada. Ce sont ses partisans qui sont allés déposer son dossier. Des proches de l'ancien président Blaise Compaoré entendent aussi prendre part à la compétition. Il s'agit de Edi Komiogo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, parti fondé par Blaise Compaoré, de Kadri Désiré Ouedraogo, ancien premier ministre du président déchu, et de Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'Alliance pour la démocratie et la fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA, ancien parti allié du régime Compaoré. En Guinée, le président Alpha Condé a appelé ce samedi ses partisans à ne pas basculer dans la violence en vue des élections du 18 octobre. Il a fait cet appel alors que les tensions politiques montent de plus en plus dans le pays. Les tensions politiques s'intensifient à l'approche de la présidentielle en Guinée, où le président Condé brigue de manière controversée un 3e mandat. Appelant samedi ses partisans à ne pas basculer dans la violence, le chef de l'État a déclaré, allusion faite à l'opposition, qu'on ne prend pas le pouvoir dans le sang en cassant des véhicules et en provoquant les autres. Nous connaissons le complot de nos adversaires. Ils veulent, en Guinée, c'est la CENI qui organise les élections et qui proclame les élections. Nous savons le plan de quelqu'un, il veut le 18 à 18h, se proclamer vainqueur et se réfugier dans une ambassade en pensant qu'il y a la guerre en Guinée. Il n'y aura jamais de guerre en Guinée. La Guinée a une particularité. Dans les autres pays, les opposants sont des gens qui ont créé des partis qui se sont battus. Chez nous, c'est les anciens premiers ministres qui ont volé compter, mis ce pouvoir à terre, qui ont créé des partis. Le pouvoir dans le sang. On ne prend pas le pouvoir en cassant des véhicules. On ne prend pas le pouvoir en provoquant les autres. Alors, je vous en prie, ne répondez pas à la provocation. La campagne électorale guinéenne a toutefois déjà été marquée par la violence.
Un homme a par exemple été abattu mercredi lors d'affrontements dans le centre du pays, place forte de l'opposition. Des dizaines de personnes avaient également été tuées lors de manifestations s'opposant à un troisième mandat du président Alpha Condé. Le chef de l'État a fait adopter un référendum contesté au mois de mars dernier qui maintient la limite de 2 mandats présidentiels, mais qui lui permet, selon lui, de remettre les compteurs à zéro et donc de pouvoir se représenter. Alpha Condé s'est aussi récemment attiré des critiques de ses opposants pour avoir attisé les tensions ethniques lorsque, dans un discours prononcé en septembre en langue malinké, il a dit aux électeurs que soutenir un candidat d'opposition issu de cette communauté reviendrait à voter pour son principal opposant, Cellou Dalein Diallo. Les 2 parlements rivaux de la Libye se sont retrouvés ce début de week-end à Bouznika au Maroc pour la suite du dialogue entamé il y a peu. Des parlementaires des 2 camps étaient présents à ce 2e round. À l'ordre du jour de ce dialogue libyen, la répartition des institutions régaliennes. En présence de parlementaires des 2 camps rivaux, représentant le Haut Conseil d'État aligné sur le Premier ministre Fayez al-Sarraj, et le Parlement de Tobrouk, les discussions à cet effet ont été lancées. Le point qui en a été fait à la presse ne signale aucun incident. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère dominée par un esprit de compréhension et de consensus sur les critères à respecter lors de la sélection des occupants des positions souveraines, conformément à l'article 15 de l'accord politique libyen signé à Skirat. La Banque centrale, la Haute Commission électorale, la Commission anticorruption sont entre autres institutions visées par cette répartition. Mais au-delà, elle doit intégrer un plan plus global sur la gouvernance de la Libye. Les réunions se poursuivent afin de parvenir à un consensus global sur toutes les mesures liées à l'article 15 de l'accord libyen. C'est sous l'impulsion du Maroc que les frères rivaux de la Libye ont pris ce rendez-vous. Ils entrent dans le sillage des efforts de médiation souhaités par les Nations Unies en vue d'un processus de règlement politique. Le gouvernement soudanais et des groupes rebelles ont signé ce samedi à Djouba un accord de paix historique. Un acte qui doit mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière. Le reportage. La cérémonie s'est déroulée à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. L'accord de paix historique signé est composé de 8 protocoles: propriété foncière, justice transitionnelle, réparation et compensation, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et déplacés. Il stipule également le démantèlement à terme des groupes armés et l'intégration des combattants dans l'armée. Après de longues et difficiles négociations entre le gouvernement de transition du Soudan et les différents groupes d'opposition, nous sommes tous ravis d'assister aujourd'hui à la signature de l'accord de paix de Djouba. Nous sommes également ravis d'avoir réussi cette prouesse malgré les énormes défis auxquels notre propre pays est confronté. Le vice-président soudanais Mohamed Hamdan Daglo, un commandant de milice paramilitaire au Darfour, plus connu sous le surnom de MT, a signé l'accord au nom de Khartoum. Il était entouré du général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain, et du Premier ministre Abdallah Hamdok. نؤكد مجددا أننا في هذا اليوم التاريخي لا رجعة ثانية للحرب. En ce jour historique, je voudrais vous réaffirmer que nous ne reprenons pas la guerre et que nous tenons à mettre en œuvre tout ce qui a été convenu dans tous les domaines ou accords dans les régions et en ce qui concerne les mesures de sécurité, le système judiciaire et les questions politiques. Il ne fait aucun doute que les résultats de cet accord apporteront un soutien au gouvernement de la période de transition.
لحكومة الفترة الانتقالية. Côté insurgé, l'accord a été signé par le Front révolutionnaire du Soudan et le principal groupe rebelle du Darfour, le Mouvement de libération du Soudan. L'accord que nous avons conclu aujourd'hui aborde les questions des parties prenantes, des personnes déplacées, des réfugiés et des victimes dans toutes les régions du Soudan, en particulier au Darfour, et je salue tous nos concitoyens au Soudan et dans les campagnes. Le mouvement de libération du Soudan, branche d'Abdelwahid Nour au Darfour, a quant à lui refusé de signer. Un autre groupe, le SPLA Nord d'Abdelaziz Alilou, a signé un cessez-le-feu séparé qui permet aux rebelles de conserver leurs armes pour assurer leur propre protection jusqu'à ce que la constitution soudanaise soit amendée pour y garantir la séparation de l'État et de la religion. Le nord du Mali enregistre une résurgence des cas de paludisme ces dernières semaines. La situation politique dans le pays n'arrange pas cette situation sanitaire qui inquiète les professionnels de santé en service dans la région. En une semaine, près de 13 000 cas de paludisme enregistrés, dont 23 morts. Le moins qu'on puisse dire avec ces chiffres est que le paludisme est aussi fatal que les attaques djihadistes dans la région nord du Mali, surtout avec la saison des pluies en cours. Donc il y a une grande pluie et voilà, le paludisme est là. Le paludisme il est là. Et il ne fait que des dégâts pratiquement tous les jours. Nous, dans notre commune, dans notre comme ici, auparavant on pouvait faire 8 mois sans avoir juste un cas de paludisme confirmé. Mais pratiquement en 2 semaines, nous on a reçu plus de 250 cas de paludisme confirmés. Donc vraiment, c'est incroyable. D'une semaine à une autre, le nombre de malades a augmenté de 88% et les enfants de moins de 5 ans constituent le quart de cet effectif. Les hôpitaux sont déjà débordés. La situation sanitaire aujourd'hui à Kidal est très alarmante, vu l'afflux des patients des cas de paludisme dans toute la région. Vraiment, les structures sanitaires sont vraiment débordées par les patients, avec un très grand afflux des patients dans toute la région. Nous constatons, nous signalons vraiment un nombre de décès aussi important dû à la paludisme grave. En pleine pandémie de coronavirus et avec la situation politique qui, à peine, commence à se décanter à la tête du pays après le putsch du 18 août dernier, cette flambée de cas de paludisme inquiète davantage les structures sanitaires déjà en proie à des difficultés d'approvisionnement, selon certaines sources. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur SICA. À très bientôt.